Donc, dans les prochaines semaines, on va avoir donc plusieurs de nos chercheurs associés qui seront les chercheurs invités pour les séminaires. Et qui de mieux que Nathalie Isabelle pour ouvrir le bal? Nathalie, c'est plus qu'une chercheure associée à l'IBIS. Je dirais que c'est une amie de l'IBIS depuis ses tout débuts. Elle est très, très présente ici, participe souvent, ou même en général, à toutes nos activités. Vient souvent à nos activités de formation, etc., les IBIS Lab ou de BioInfo. Donc, elle fait vraiment partie de la gang. C'est une vraie chercheure associée. Ceci dit, elle est aussi complètement consanguine. Elle a fait toutes ses études ici à l'Université Laval, mais il y a du bon d'être consanguin. Quand on pousse très loin, on purge notre fardeau génétique et en fait, on s'en porte que mieux. Okay. Moi aussi, d'ailleurs, je suis totalement consanguin Laval. Donc, elle a réalisé toutes ses études en foresterie, maîtrise et doctorat en génétique quantitative et génétique des populations pour le doctorat. Et elle est maintenant, depuis 1995, chercheure scientifique à Ressources naturelles Canada. Et elle tient à mentionner que dans son parcours professionnel, elle a toujours navigué dans un monde de mâles et elle n'a pas trouvé ça toujours facile et évident. Donc, elle est aussi professeure associée à la chaire de recherche du Canada en génomique forestière ici à Laval et fait partie du gros projet Génome Canada Spruce Up, qui est un projet donc de grande envergure en génomique sur les épinettes. Ses travaux de recherche, globalement, gravitent autour du développement de connaissances et d'outils pour mieux comprendre les capacités d'adaptation des essences forestières en forêt boréale et en forêt tempérée. Par exemple, elle étudie les traits fonctionnels clés, tels que la tolérance à la sécheresse, en combinant des approches de génomique, bien évidemment, mais aussi des approches de fine pointe en phénotypage, par exemple l'utilisation de drones ou de capteurs spectrales. Ces travaux de recherche portent également sur l'étude de la diversité génétique d'espèces forestières qui peuvent être indicatrices dans un contexte d'engagement avec les communautés forestières. Et aussi, plus récemment, donc, le développement d'un système de traçabilité de la chaîne de valeur et d'un centre d'expertise canadien de l'identification des bois pour lutter contre le commerce illégal du bois. Donc, des activités de recherche très diversifiées. Puis, je finirai en disant que avec Nathalie, what you see is what you get. C'est une personne que je considère très intègre, trop humble, à mon avis, et très, très authentique. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour présenter. Je te remercie beaucoup, Louis. En fait, je devrais admettre que je trouve, en fin de compte, je suis très touchée aujourd'hui parce que en 1994, on a déménagé de la faculté de foresterie à ici, donc j'étais assise à votre place. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous raconter un peu mon histoire ou vous présenter ma vision de la foresterie. Puis mon parcours qui est, je dirais, plutôt atypique. Donc, je suis un peu ce qu'on appelle un outlier. Je l'aurais été toute ma carrière et probablement que maintenant, je l'accepte mieux. Donc, je m'en porte mieux. Donc, je vais vous parler des arbres. Aujourd'hui, les arbres, en fait, ce sont, pour certains d'entre vous, ce sont des espèces importantes pour toutes sortes d'écosystèmes. J'inclus aussi maintenant les écosystèmes des villes parce qu'on a des écosystèmes urbains. Pour d'autres, ils ont davantage une valeur en termes de culture, mais aussi une valeur économique. Et dans mon cas, je considère toutes ces facettes et même davantage quand on parle surtout de services aux écosystèmes, donc tout ce qui est filtration de l'air, de l'eau, des abris pour les espèces animales et d'autres, entre autres comme les poissons dans les zones hybrides. Donc, c'est un peu tout ça, ma vision de la foresterie. Puis, il ne faut pas oublier non plus, j'essaye le bouton ici, que les arbres étaient là bien avant nous. Dans le fond, ils ont, entre autres, les espèces qu'on retrouve aujourd'hui en milieu forestier, ben, ce sont les conifères et les espèces feuillues qui ont divergé quand même il y a 300 millions d'années.
Donc, oui, les changements globaux sont à craindre, mais je pense qu'ils sont à craindre davantage pour nous. Les arbres ont quand même passé à travers différents processus de sélection, mais je pense que c'est vraiment à nous, pour nous, qu'on devrait craindre. Et c'est sûr qu'on veut protéger la nature, mais on est vraiment, les humains, vraiment touchés par ces impacts. Puis c'est plus nous qui risquons de disparaître que les arbres. Le plan de ma présentation aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler parce que je pensais m'adresser davantage à des gens qui sont peut-être moins familiers avec le système forestier canadien. Donc, vous parlez du contexte forestier, le contexte dans lequel je travaille. Les 30 dernières années de recherche, donc on est passé de la génétique forestière à la génomique forestière. Vous parlez un petit peu de l'histoire. L'an dernier, j'ai fait une présentation et je me suis rendu compte que c'est important de regarder d'où on venait pour mieux savoir où on s'en va. Puis c'est aussi, on peut voir des petits succès là-dedans. Je vais vous parler aussi également des travaux en cours. Donc, il y a de l'urgence en termes d'adaptation si on veut maintenir la forêt et la productivité des forêts. Et je vais finir par conclure. Pour chacun des aspects, je vais également vous parler, parce que oui, on a développé beaucoup de connaissances davantage fondamentales, mais on arrive aux applications, puis je vais vous parler des enjeux reliés aux applications ou même dans la compréhension, entre autres, de l'adaptation. Donc, les forêts, ma présentation est bilingue et je voulais également souligner que mes opinions ne reflètent pas nécessairement les opinions de mon employeur. Donc, les forêts, la forêt boréale représente 347 millions d'hectares. Elle est dominée par les épinettes. De là, des projets comme le projet de Génome Canada Spruce Up, qui met l'emphase sur les épinettes. Et chaque province a finalement un régime forestier qui lui est particulier, puisque les provinces sont propriétaires des forêts qui sont majoritairement en forêt publique. Donc, il y a quand même des particularités. Les espèces n'ont pas de frontières, mais nous, dans notre travail, on doit en tenir compte et ça a des impacts quand on pense à développer, entre autres, des applications. Par exemple, au Québec, l'application d'herbicides au moment de la plantation des arbres est interdite. Pour cette raison, on ne doit pas dire des arbres de grand gabarit, des arbres de 3 ans. Donc, on a tout un système en place pour justement favoriser la régénération ou amener de la régénération pour compléter la régénération naturelle. En Alberta, il y a un autre système. Ce sont les compagnies et la province qui sont responsables des programmes d'amélioration génétique. Par exemple, en Ontario, il y a déjà eu un programme d'amélioration génétique pour plusieurs essences et ce programme-là a été abandonné. Donc, ils ont même abandonné dernièrement tout ce qui est banque de semences. Donc, ça a quand même quand on pense à reboiser, parce qu'on risque d'avoir avec les changements climatiques des accidents de régénération, bien, c'est quand même un enjeu important. Donc, la forêt, on oublie souvent que c'est un milieu dynamique, la forêt boréale, qui se régénère et qui a besoin pour se régénérer de feux et d'épidémies d'insectes. Donc, on peut voir ici, j'aime bien le graphique, on voit la proportion quand même de forêts qui brûlent. Et la forêt naturelle, les gens, on a souvent une vision, c'est mes travaux sur les peupliers qui m'ont amené à avoir davantage la vision que les gens ont un peu bucolique de la forêt, c'est qu'une forêt mature ou une forêt naturelle, c'est une forêt où tout est vert, il y a le petit ruisseau avec les animaux et tout ça. Mais la forêt naturelle, c'est aussi ça. La forêt boréale a différents visages et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Donc, il y a aussi, bien entendu, des épidémies d'insectes. Donc, on peut voir que c'est quand même une plus grande partie même que les feux de forêt. Ce sont des statistiques qui datent de 2014, mais celles de 2016 sont à peu près similaires. Donc, les insectes ont énormément d'impact. On peut voir ici l'Androctone du pin, qui, avec les changements climatiques, a changé un peu son aire de distribution et passé de l'ouest vers l'est et s'en vient tranquillement parmi nous. Donc, il y a aussi, il ne faut pas oublier les changements globaux. Avec les changements globaux, et les échanges commerciaux, on a énormément d'échanges commerciaux, ça a des impacts. Donc, on amène entre autres, on se retrouve souvent avec des insectes exotiques comme la grille du frêne qui va faire finalement disparaître une partie des espèces de frêne de l'Amérique du Nord. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque province est responsable de son programme de reboisement.
Et c'est pour ça que les programmes d'amélioration ont été mis en place dans les années 50. Dans le fond, on voyait qu'avec les feux, les épidémies d'insectes et les activités les opérations forestières, on avait besoin de régénérer certaines parties de la forêt. Donc, c'est 600 millions de plants qui se plantent annuellement au Canada. Je voulais ramener le chiffre ici, la surface, parce qu'on se fait souvent dire qu'on plante des choses, on est mur à mur. Bien, effectivement, c'est une petite proportion, c'est 410 000 hectares. Je voulais que vous sachiez que seulement en maïs, on cultive plus de 1 million d'hectares annuellement. Donc, c'est quand même, en tout cas, toute proportion gardée, c'est quand même, je dirais, une opération qui est assez, qui se retrouve principalement dans des endroits moins habités que là où on plante le maïs. Donc, on se retrouve avec des plantations, mais quand même pas de façon, je dirais, intensive. Donc, vous pouvez vous en douter, mais la forêt, ça nous apporte aussi, c'est aussi des emplois. Présentement, dans la définition des communautés forestières, on dit qu'une communauté forestière doit dépendre d'une industrie, mais ce n'est plus vrai. Le portrait des communautés forestières a changé. On pense entre autres aux activités récréatives qui sont de plus en plus développées et peut-être des activités de conservation qui vont amener aussi un autre genre de tourisme. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. On exporte aussi du bois. Ça nous force à remplir certaines obligations en termes, entre autres, je dirais, d'innocuité environnementale. Donc, quand on exporte, on doit quand même remplir certaines demandes, certains prérequis pour s'assurer que le bois qu'on exporte n'est pas porteur de maladies ou ne transporte pas des insectes. On doit aussi remplir des obligations. Il y a une partie de la forêt boréale ou de la forêt tempérée qui est également certifiée. Les organismes de certification sont là pour s'assurer que la forêt est aménagée de façon durable. Donc, aussi dans ce cas-là, on est évalué par les compagnies ou le gouvernement qui a des terrains est évalué par un tiers parti qui, lui, il y a un ensemble de règles à respecter et c'est des normes qui sont, dans le fond, qui ont été apportées et qui ont été demandées par les consommateurs, un peu comme dans le cas du café équitable, par exemple. Donc, pour toutes ces raisons, je travaille au Service canadien des forêts du ministère des Ressources naturelles du Canada. Le SCF a déjà fait partie des pêches, de l'agriculture, également de l'environnement. Donc, je pense qu'on fit bien ici la foresterie pour toutes ces raisons. Donc, on est là, les chercheurs, en fait, et les analystes économiques ou les analystes politiques pour justement s'assurer, faire de la recherche pour maintenir notre compétitivité, faire de l'innovation, aussi pour s'assurer qu'on conserve notre part du marché sur les marchés internationaux, parce que le Canada signe différentes ententes. On est aussi là pour s'assurer qu'on fait un aménagement durable des forêts basé vraiment sur de la science. Et tout ce qui est sécurité et intendance, ce sont les aspects finalement d'adaptation au changement climatique. Donc, pour toutes ces raisons, le ministère travaille c'est pour ça que dans le fond, on est comme chercheur, on travaille, il y a des gens qui travaillent sur l'écologie des feux, sur les insectes, les maladies, on a des équipes qui font de la télédétection. Donc, je dirais qu'on est 5 centres de recherche au Canada et je me rappelle plus du nombre de chercheurs, mais on est quand même une organisation qui est présente dans différentes provinces. Donc, entre l'arbre et l'écorce. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une présentation l'année dernière, puis je suis retournée en arrière parce que je suis quelqu'un qui trouve que les choses ne changent pas suffisamment rapidement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on voit l'actualité, on se dit, mais comment les choses ne peuvent pas changer? Donc, je suis retournée en arrière et je me suis rendu compte, en fait, on voit des choses que, par exemple, en 89, quand j'étais étudiante graduée, on faisait encore du flottage sur la rivière Saint-Maurice près de Trois-Rivières. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est impensable.
Donc, il y a eu quand même des progrès qui ont été réalisés. Du côté, je dirais, de la génétique, de la génomique, moi, en 89, j'écoutais Star Trek, puis il y avait le tricordeur. Je ne sais pas si vous connaissez tous le tricordeur, quand on fait le scan environnemental, le scan de l'air, de l'eau, des personnes. Puis maintenant, au niveau technologique, on a quand même le Mini-IN, qui est un séquenceur portable qu'on peut amener. Donc, on s'approche tranquillement de ça. C'est sûr que c'est de la fiction, mais quand même, on n'aurait jamais pensé à l'époque qu'on se retrouverait avec quelque chose comme ça. Donc, les choses ont progressé. Il n'y a aucun doute. Il y a eu des grandes percées technologiques. En 89, c'est aussi là où il y a eu un groupe de personnes qui se sont rencontrées puis qui ont décidé de séquencer le génome humain. Aujourd'hui, eh bien, finalement, vous pouvez, vous envoyer un échantillon de salive avec 100 $, on peut vous donner un peu votre profil génétique et tout ce que ça implique. Mais c'est quand même quelque chose auquel qu'on aurait pu, en tout cas à l'époque, imaginer. Moi, à l'époque où j'étais étudiante, oui, je voyais les études d'association génétique, mais on ne pensait pas que ça se ferait de cette façon-là. Donc, c'est vraiment assez extraordinaire, les progrès qu'il y a eu. Bon, du côté des arbres, ben là, en fait, on n'est pas comme chez l'humain. Là, j'ai mis ici, on a la plante modèle Arabidopsis. On n'a pas de plante modèle chez les arbres, peut-être le peuplier, qui a un génome à peu près de la taille d'Arabidopsis. Ça, c'est le génome humain. Ça, c'est les conifères, les épinettes. Donc, vous voyez ce sont de gros génomes. Puis c'est un peu les plantes, là, je les mets par rapport à d'autres organismes parce que je sais que certains d'entre vous travaillez sur les bactéries, les poissons, les champignons. Donc, c'est un génome de taille. Ce qui fait que, c'est pas qu'on n'a rien fait là, de 89 à 2002, au moment où on a commencé la génomique, mais entre les deux, il y a eu des développements. J'ai amené des choses de culture in vitro. En fait, on est capable de cloner, de prendre un embryon zygotique d'une graine et de le multiplier pour faire des semis. Puis ça va être un outil essentiel aujourd'hui pour des applications de génomique. Je le ferai circuler tout à l'heure. Donc, il y a eu des pionniers qui étaient ici, au Québec, qui ont travaillé, entre autres, Francine Tremblay, Christina Klimazeska et d'autres gens du Service canadien des forêts qui ont développé cette technologie puis qui l'ont amenée à un niveau opérationnel. Il y a eu aussi des gens qui ont fait de la biotechnologie, donc qui ont travaillé sur la transformation, entre autres, du peuplier et des conifères. Ils ont mis au point un système, ce qui fait qu'on a pu faire, dans les années 2000, de la génomique fonctionnelle. Je pense, entre autres, à l'équipe d'Armand Séguin et de Bob Rutledge. Donc, ce sont des gens qui ont été des pionniers, qui ont ouvert finalement la voie à tout ce qu'on fait maintenant aujourd'hui, comme les améliorateurs, vous allez le voir plus tard, qui ont été assez fous pour faire des tests de provenance. Dans le fond, je réalise aujourd'hui que finalement, il était un peu, il était vraiment, il y avait des idées de grandeur. Donc, le projet de génomique, finalement, a commencé. Les leaders, c'était John Mackay et Jean Bousquet. Donc, ils ont vraiment démarré les projets. On est parti vraiment en travaillant sur la formation du bois. La formation du bois, c'était la façon dont on voyait les arbres en foresterie au niveau économique. C'était la fibre de bois. Donc, on recherchait la productivité et la qualité du bois. C'était la façon de vendre les projets. Et à l'époque, il y avait seulement quelques séquences dans GeneBank. Aujourd'hui, on a 2 génomes de séquencés. Par la suite, on a eu un Arborea 2, parce qu'on pensait peut-être tout faire 104 ans, faire de la sélection assistée par marqueur, mais on s'est rendu compte que c'était pas mal plus complexe que ce qu'on pensait. Donc, on a intégré l'adaptation. Mais à l'époque, l'adaptation, on avait quelques caractères sur lesquels on pouvait travailler, entre autres, le débourrement des bourgeons et l'ahoutement. Ce sont ces 2 caractères qui déterminent la durée de la saison de croissance et on sait qu'il y a de l'adaptation locale pour ces 2 caractères. Donc, on a vraiment évalué plusieurs populations. C'est quelque chose de très... en tout cas, c'est assez fastidieux. Par la suite, la technologie s'est aussi améliorée en génomique. Il y a eu beaucoup de développement du côté des animaux et on a commencé à faire de la sélection génomique pour des caractères. Puis, il y a eu Spruce Up, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, toutes les activités en ce qui concerne le développement de l'adaptation. Donc, je vais
parler, avant d'arriver à vous parler de ce qu'on a fait les 30 dernières années, je veux revenir sur cet article-là, qui est un excellent article synthèse un peu de l'histoire de la foresterie, des tests de provenance, qu'est-ce que c'est, tout ça. Et je vais reprendre pendant ma présentation quelques phrases clés qui illustrent bien, en fait, à quoi on s'attaque quand on veut travailler sur les conifères. Donc, c'est vrai que les arbres, c'est pas le sujet idéal, mais bon, moi, c'est quand même, je pense qu'on a de la place pour travailler sur différentes choses et il y a beaucoup à faire. Puis, je pense que les gens ont créé finalement toutes sortes ont été créatifs pour tester différentes approches, apporter ou mélanger des approches qui viennent de génétique humaine et d'agriculture. Puis, on a finalement un peu tiré notre épingle du jeu. Ça m'amène aussi à vous dire que je suis venue à des conférences et j'ai vu, entre autres, la conférence de Stephen Hurd, puis il nous disait de mettre des petites coquilles ou des petites choses drôles dans les présentations. Donc, je vous mets au défi de trouver qu'est-ce que j'ai mis dans ma présentation dans les prochaines diapositives qui pourrait être justement attirer votre œil ou pas. Donc, on fera le test à la fin de la présentation. Donc, les arbres sont vraiment pas faciles, mais ils sont beaux, ils sont utiles, et voilà. Donc, je vous laisse imaginer un peu qu'est-ce que c'est. Hein, j'ai demandé, finalement, je me rends compte que les arts, finalement, on n'exprime pas suffisamment notre côté artistique. C'est un peu, en résumé, ce qu'on a fait depuis 2002, là, ce qu'on a fait. Donc, c'est Manuel qui a préparé un poster pour le congrès qu'on a organisé l'été dernier. Et chacun, il voit un peu ce que ça lui tente. Donc, je vous laisse regarder un petit peu la figure. Mais je vous donne des indices. Chaque, je dirais, portion représente un chromosome. Les arbres ont 12 paires de chromosomes. Nous, on en a 23. Les arbres, en fait, ici, on retrouve finalement tous les morceaux d'assemblage de séquençage. Il y a eu 2 génotypes de séquencés d'épinettes. Un génotype de la côte ouest, donc qui est une épinette blanche de l'ouest, mais en fait, on l'appelle Interior Spruce. C'est un tri-hybride. Donc, il y a Engelmann, Sitka et l'épinette blanche, oui, hein? Bien entendu. Donc, c'est un arbre qui a été séquencé. Les gens qui l'ont séquencé en fait, ils ont pris PG quelque chose, ils pensaient que c'était Psylla glauca, mais c'était Prince George. Donc, c'est vraiment, ils ont séquencé un tri-hybride. Ils étaient un peu déçus, ça a été compliqué. Et on a aussi séquencé un des arbres qui est l'arbre mère qu'on utilise dans tous nos croisements, qui est à la base de cette carte génétique-là. Une carte génétique, en fait, présentement, c'est la seule façon avec laquelle on arrive à visualiser le génome parce que nous, on n'a pas un génome fini, assemblé. En fait, on a 2 millions de morceaux dans notre casse-tête. Donc, c'est un super casse-tête. Et on a décidé, peut-être dans le passé, de travailler davantage sur la partie génique, donc la partie qui nous permettait d'aller comparer ce qu'on observait dans le génome de l'épinette à d'autres espèces de conifères. Je pense que ça a été un bon choix qu'on a fait. Bien entendu, c'est une œuvre collective. J'ai peut-être même oublié des gens là-dedans, mais je m'en excuse. Mais c'est vraiment le résultat, là, le fruit d'un effort collectif et d'un effort qui s'est fait sur plusieurs années. Et c'est mon employeur. En fait, je signe tout ce qu'on fait et c'est la reine qui détient les droits. Donc, être auteur. D'ailleurs, j'ai aussi mis Kathleen Murray. C'est la personne aux finances avec qui on travaille. Et je vous dirais que d'avoir des gens comme ça, quelqu'un me disait, un article, il faut avoir contribué de façon significative. Ben, il y a bien des morceaux qui seraient manquants si Kathleen n'avait pas été là pour trouver des solutions. Parce qu'au gouvernement, quand on a de l'argent, c'est pas facile à dépenser. Donc, on peut voir ici, dans le fond, je voulais revenir juste sur chaque petite barre, ça représente un gène qui est présent.
On a les 17 000 qui sont cartographiés sur les 30 000 existants. On sait qu'il en existe 30 000, ils ont été clonés dans le premier projet Arborea 1 par l'équipe de John. On a ici les petites barres pour l'épinette de Norvège qui a été finalement caractérisée par une équipe en Norvège. Puis on peut voir qu'entre les deux, malgré 20 millions d'années d'évolution ou de divergence, mais il y a quand même des ressemblances. Ça ici, bien, ça nous donne une idée un petit peu de où sont les centromères et les régions subtélomériques. Donc, mais ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment ici, c'est les gènes pour lesquels on n'a pas d'homologie avec des angiospermes. Donc, on sait qu'il y a des gènes qui sont vraiment spécifiques aux conifères et on essaie de les caractériser. Ici, ben, c'est mes scaffolds, là, en fait, on a 14 000 scaffolds, puis les petits points plus brillants, ben, ce sont des gènes. Donc, on est loin encore de la coupe aux lèvres. C'est une histoire qui va être à suivre. Je voulais aussi parler de la Saint-Énie, finalement, comme les pins et les épinettes ont divergé il y a 140 millions d'années. Donc, il y a quand même très grande, quand on parle de Saint-Énie, donc on trouve les gènes orthologues qui sont présents sans difficulté d'une espèce à l'autre. Ce qui nous fait penser que si, pour certains caractères, en fait, en raison de la collinarité, puis on sait qu'il y a de la convergence évolutive, peut-être avec des pressions de sélection, des contraintes environnementales similaires, il y a des régions ou des familles de gènes qui vont évoluer de la même façon. Donc, ce qui ferait qu'on pourrait peut-être transposer des découvertes d'une espèce à une autre. Entre autres, je pense à mes collègues qui travaillent beaucoup sur le pin maritime et qui ont développé des super systèmes pour étudier la tolérance à la sécheresse. Donc, on est en mode découverte. Oups, j'ai passé. Donc, si j'en reviens à mes caractères sur lesquels on a beaucoup travaillé les dernières années, c'est bien entendu la qualité du bois pour des raisons économiques. Et on a super bien travaillé, surtout mes collègues. En fait, on a maintenant de la sélection génomique. La sélection génomique, c'est en fait, c'est qu'on génotype des familles, en fait, la province. Ce matin, justement, on avait une présentation. On a des familles qui sont utilisées en amélioration génétique pour l'épinette blanche. Donc, on a un nombre fini de parents qui sont utilisés dans des croisements. Les descendants, les parents sont génotypés. Un sous-ensemble aussi de descendants sont phénotypés. Pourquoi on travaille sur la qualité du bois? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Parce que la qualité du bois, on peut l'évaluer seulement après 30 ans. Donc, ça vaut la peine de faire de la sélection assistée par marqueur. Donc, quand je pense à l'agriculture, vous le faites pour 1 an. Nous, on a à attendre 30 ans. Donc, on a vraiment, il y a même des gens qui ont développé des scanners pour aller évaluer toutes les propriétés physiques et même chimiques du bois. Et comme on a développé finalement le modèle avec les données des génotypes des descendants ou des familles et leurs phénotypes, on peut développer des modèles. Puis ces modèles-là, des modèles d'entraînement, là, je ne me rappelle pas c'est quoi la traduction française, peuvent servir finalement à nous dire si un descendant de la même famille qui est à un stade semi va pouvoir avoir une bonne productivité et une bonne qualité du bois. Mais tout ça, ça nous amène à la culture in vitro. Parce que c'est un système, la sélection génomique, quand on développe des applications, quand on pense dans nos recherches, on a les humains une pensée souvent très linéaire. Donc, on se dit, voilà, c'est fait, on peut passer ça à l'application, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Il faut d'abord faire nos devoirs, puis regarder au niveau économique si c'est rentable, puis combien ça coûte de faire ça. Et je vous dirais que ceux qui sont impliqués dans des projets de Génome Canada, il y a toujours une partie, ce qu'on appelle GES, une partie où on travaille avec des gens en économie, en sociologie, de vous intéresser à ces aspects-là, parce que moi, j'ai été chanceuse, j'ai été privilégiée, c'est mon 4e projet Génome Canada, et j'ai beaucoup appris en travaillant avec ces gens-là. En fait, je sais maintenant pourquoi c'est long parfois avant d'en arriver à des applications. Donc, heureusement qu'il y a des gens qui avaient développé l'embryogenèse somatique au niveau opérationnel. Donc, on a une pépinière en région, dans le coin de Saint-Modeste, pas loin de Rivière-du-Loup, qui a un laboratoire de culture in vitro.
et qui fait justement, qui utilise dans le fond ce système-là pour mettre en valeur tous les produits de l'amélioration génétique. Donc, ce sont des gens définissants qui ont des maîtrises ou des baccalauréats. Il y a des techniciens, c'est des gens super dynamiques qui produisent 30 millions de plants d'épinettes blanches seulement par année. Pas tous de culture in vitro, là, mais ce sont des grosses pépinières qui fournissent finalement pour le reboisement. Donc, il y a des choses qui se font en région super intéressantes, puis c'est très motivant de travailler avec ces gens-là. Un des enjeux de la génomique, c'est bien entendu les coûts de génotypage qui restent encore élevés parce qu'on travaille sur différentes espèces et pas sur les mêmes populations parce que le Canada est très diversifié. Mais il faut travailler avec les utilisateurs. On a vu comme le projet Fast Track s'est fait, ça a quand même pris 3 ans pour en arriver à faire le transfert technologique. Mais maintenant, Martin, avec son équipe au ministère, sont capables, ils ont décidé d'intégrer la sélection génomique dans leur programme. Donc, c'est un succès. Ça valait le coup. L'autre chose, bien, ça va prendre du personnel qualifié, comme des gens comme vous. Parce que ça amène à travailler avec des concepts, justement, pour tout ce qui est génotypage. On va avoir à refaire les modèles en fonction des différents caractères. Donc, on a besoin de gens comme vous. Bon, l'urgence du jour, c'est l'adaptation. Bien sûr, le climat change et même si on réduisait nos émissions de gaz à effet de serre, bien, on n'aurait pas le choix quand même de penser à s'adapter. Entre autres, on pense aux communautés là, qui sont près. On a vu là, justement des communautés comme celle de Fort McMurray qui ont été touchées par les feux de forêt. Donc, il y a vraiment des changements à avoir et il faut penser à s'adapter. Ça, c'est un document qui a été produit par mon ministère et finalement, une des recommandations qu'il faisait, c'était de planter des arbres avec une plus grande tolérance à la sécheresse. Plus facile à dire qu'à faire. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que on sait qu'avec le CO2, l'augmentation de CO2, ça peut avoir un effet de fertilisation. Mais mes collègues qui font de la dendroécologie, un réseau de placettes permanentes au Canada, ils ont fait des relevés des dernières années. En fait, ils font sur les 300 dernières années et ont regardé l'effet des changements climatiques. En fait, on se rend compte que dans certains cas, on va avoir des diminutions de croissance. Dans d'autres cas, des augmentations de croissance. Ça va être très difficile de prévoir qu'est-ce qui va arriver. Également, il y a des risques de maladaptation, entre autres parce que les arbres, oui, vont pouvoir se déplacer avec les graines, mais les arbres sont quand même là sur une centaine d'années. Donc, on va observer aussi de la maladaptation. Une façon c'est pour ça qu'il faut davantage s'intéresser à l'adaptation et comment arriver à prédire des phénotypes quand on ne connaît pas. On nous a dit, on voit souvent planter des arbres plus résilients. C'est quoi un arbre plus résilient? C'est pas facile à déterminer, surtout qu'un arbre est là pour rester plusieurs années. Donc, avec la génomique, ça nous a permis d'aller tester différentes approches, des approches d'association avec des données climatiques. Donc, on regarde dans le fond, la diversité qu'on observe dans certains environnements par rapport à d'autres. Et on essaie de voir quelles sont les variables climatiques ou édaphiques qui influencent le plus la distribution d'une espèce donnée. On avait aussi entrepris au départ vraiment tout ce qui est études d'association, de regarder, évaluer le phénotype. Ici, ça ne demande pas de phénotype. Je dirais que c'est la partie facile. Ici, ça demande de faire des suivis et malheureusement, on n'a pas beaucoup de caractères pour évaluer l'adaptation. On a, comme je vous disais tout à l'heure, les bourgeons, le débourrement, l'ahoutement. Il y a les tests de tolérance au gel, comme le groupe de Sally Atkin fait. Et on en reste à ça. Donc, heureusement qu'il y a eu par le passé, depuis les années 40, des gens qui ont fait des Common Garden Experiments, donc des jardins communs, là, où on amène des individus ou des populations de toute l'aire de distribution ou d'une partie de l'aire de distribution dans des sites comme ça. Le SCF, j'ai réalisé, le CFL seulement a établi depuis 1948 242 dispositifs. Je ne vous dis pas qu'ils sont tous vivants aujourd'hui, mais on a quand même des choses à apprendre de là. Donc, je vous disais qu'il y avait vraiment besoin d'aller chercher des nouveaux phénotypes.
Et une façon de regarder, c'est de voir peut-être le climat à travers les yeux des arbres. Et ce sont vraiment les dendroécologistes qui, comme Martin Girardin, en fait, qui travaillent sur des arbres, mais ils font habituellement regardent les séries sur des arbres très âgés en milieu naturel. Et là, on a amené Martin dans nos dispositifs pour regarder l'effet du climat et pouvoir comparer justement l'adaptation des différentes provenances dans un site donné. Donc, on a ici finalement, j'en ai apporté là, des carottes. Ce que je réalise aujourd'hui, c'est qu'on a toujours regardé le bois comme un matériau de construction, alors que c'est une archive, c'est vraiment une archive biologique. Tout est enregistré. Donc, on peut avoir une vision respective des contraintes du climat, puis qu'est-ce qui a amélioré ou qu'est-ce qui a créé une diminution de croissance. Ici, c'est le cas du pain blanc. Donc, on prélève, c'est une méthode semi-destructive, on dirait. Et ça nous permet d'aller comparer les provenances pour la croissance totale. On peut voir aussi la croissance d'une année sur l'autre parce que les conifères ont cette caractéristique qu'ils ont une croissance prédéterminée. Donc, la croissance de 2019, le bourgeon est formé, il y a un certain nombre de primordium, va déterminer la croissance de l'année prochaine. Donc, il faut toujours regarder ça sur plus d'une année. C'est quelque chose qui est assez complexe et ces séries temporelles-là qui sont utilisées par les dendroécologistes nous permettent de voir quels sont les facteurs climatiques qui ont eu le plus d'influence sur la croissance des arbres. Donc, pour moi, c'était comme découvrir finalement, j'ai vu la montagne, mais d'un autre angle. Ici, c'est le cas du pain blanc. Justement, on a un test ici à Valcartier. On est intéressé par la sécheresse. Malheureusement, Valcartier, c'est l'endroit où il pleut le plus au Québec. Donc, on n'a pas eu de sécheresse. Mais on peut voir, on a des provenances de toute l'aire de distribution du pain blanc. Et on peut voir chaque ligne de couleur représente la provenance. Ici, on a un patron de croissance là, qui a été corrigé. Là. Et ce qu'on a vu, c'est que la croissance du pain blanc était vraiment diminuée s'il y avait des gels tardifs au printemps. Puis même, je dirais, des gels hâtifs à l'automne sur toute la série. Ça nous a, en tout cas, ça nous a ouvert l'esprit à mieux comprendre qu'est-ce qu'est la sensibilité des arbres face au climat. Comme je vous disais, on a toujours pris l'habitude de regarder le feuillage et non pas le bois. Et des déformations qui sont causées par justement des gels hâtifs ou tardifs, ça pourrait avoir des impacts sur les propriétés mécaniques des arbres. Donc, on a décidé de regarder dans Spruce Up, finalement, de connecter le climat avec d'aller voir les contraintes climatiques qu'on pouvait observer chez l'épinette blanche, parce qu'il y a des améliorateurs qui avaient établi des dispositifs il y a 30 ans, on a pu le faire, et c'est ce qu'on est allé voir. On a recyclé ici un jeu de données. On a pu observer justement des stress hydriques. Dans le cas de l'épinette blanche, c'est vraiment une sensibilité à la sécheresse. Donc, quand on a un sol qui est sec, donc ce qui fait que pas seulement des sécheresses, mais des épisodes de chaleur extrême pourraient causer justement un déficit en eau au niveau du sol. Puis on a regardé finalement comment les arbres récupéraient la fameuse résilience. Comment les arbres récupèrent une fois qu'ils ont eu un stress hydrique, parce qu'on peut voir qu'ils ne sont pas du tout résistants au stress hydrique, ils ont une baisse de croissance. Et ce qu'on a vu, c'est que les arbres, finalement, qui venaient de climats relativement plus secs, étaient aussi les plus résilients et les arbres les plus productifs. Donc, ça, c'était un peu contre-intuitif. On pensait que des arbres qui auraient une excellente croissance pourraient être désavantagés en cas de stress, mais en fait, c'est probablement qu'ils ont plus de réserves. Donc, c'est des choses qui sont justement là, on est en train de regarder de façon plus, je dirais, plus en détail. Donc, au niveau des enjeux, la dendro, oui, mais c'est rétrospectif. Donc, ça prend quand même des arbres d'une certaine taille. Donc, c'est des coûts de phénotypage assez élevés. Puis, présentement, les tests de provenance, on en a seulement pour les essences commerciales. Mais quand même, ça nous aide à déterminer la sensibilité des essences forestières. Donc, ça nous aide aussi à développer des hypothèses de recherche pour faire des projets de génomique. Donc, notre fameux goulot d'étranglement, j'ai un collègue, Ingo Insminger, qui est à l'Université de Toronto, qui m'a convaincue. En fait, on s'est dit, c'est un peu une folie, comme peut-être les améliorateurs ont fait à l'époque avec les tests de provenance.
on s'est dit qu'il faut passer à une autre échelle parce qu'on n'y arrivera jamais pour étudier l'adaptation des arbres. Donc, on utilise des drones qui sont équipés de capteurs. Les capteurs, en fait, c'est que les objets qui sont éclairés ont, entre autres, je dirais les feuilles, vont absorber une partie de la lumière, vont en réfléchir une autre partie sous différentes formes, dépendamment des pigments qui sont impliqués. Parce qu'il y a deux types de chlorophylle dans les arbres, dans les essences végétales. Puis il y a aussi toute je dirais, une série de pigments dont les proportions varient en fonction de la saison. Donc, tous ces propriétés-là nous permettent de développer des indices de végétation qui sont utilisés en télédétection. Donc, on reprend finalement ce qui a été développé en télédétection, on l'amène pour étudier non pas des couverts forestiers, mais des génotypes. Ça a été en tout cas, ça a commencé à être fait davantage, je dirais, au niveau en conditions contrôlées, mais les conifères, vous vous doutez, on n'a pas des feuilles non plus ouvertes. C'est un peu quadrangulaire et un peu tordu, donc ça amène certains défis. Donc, on a regardé vraiment la résilience avec tout ce qui est il fallait développer aussi, c'est pas d'avoir juste un drone et un capteur, ça prend des mesures terrain. Donc, ça prend une armée de personnes, je dirais, dédiées. On a fait plusieurs campagnes de terrain pour justement arriver à développer des modèles pour mieux comprendre ce que le drone avec le capteur obtenait comme résultat. Donc, ça, c'est les différents sites. La population à partir de laquelle on a fait la cartographie génétique a été répliquée clonalement, est établie sur 4 sites différents. Donc, je vous présente un peu les résultats qu'on a obtenus pour le site de Toronto, qui est à 45 minutes de l'Université de Toronto. En fait, j'ai établi le dispositif avant même de connaître Ingo Insminger. J'ai été comme chanceuse. Donc, c'est un peu l'espèce de pipeline d'analyse. La partie critique, c'est vraiment d'aller isoler la partie feuillage de l'arbre. C'est pour ça qu'on se pratique avec des semis plutôt que de se pratiquer avec une forêt mature où finalement les branches se touchent entre elles. Et dans le fond, il y a différents indices qui sont estimés et qui ont été corrélés. On a regardé les corrélations avec les données terrain, donc des données finalement d'échanges gazeux, de photosynthèse, de fluorescence. Pour vous dire, on peut à peu près évaluer 100 arbres en une semaine. Avec les drones, ben là, on peut en faire 6000 en une demi-heure. Donc, on a développé des modèles, puis c'est un peu un exemple de ce qu'on peut obtenir. Comme dans ce cas-là, on voulait aussi travailler sur la sécheresse. Il n'y a pas eu de sécheresse ces années où on a fait nos campagnes de terrain. Donc, on a fait un suivi à chaque semaine. Il y a eu des vols de drones sur le site et on a les 6000 arbres. Donc, une ligne représente un arbre. Puis, sur toute la saison de croissance, de l'année de juin 2017 à juin 2018. Ici, ben, c'est l'hiver, en fait. Donc, la xanthophile prend la place et il n'y a pratiquement pas de photosynthèse. Donc, il commençait à avoir un petit peu d'activité ici, probablement des températures chaudes. On est en train d'explorer les données. Donc, là, autour du 23 avril, c'est habituellement le temps où on commence à aller voir les bourgeons, puis souvent on ne voit rien, mais il commence à avoir d'activité photosynthétique. C'est ce que ça nous permet de faire, finalement, les indices de réflectance spectrale. Puis là, ben, on peut voir qu'on peut obtenir des données, finalement, en peu de temps. Et c'est vraiment ce genre de technologie-là qui va être importante pour nous développer avec, si on veut vraiment mieux comprendre l'effet des stress sur les arbres, sur la croissance des arbres. Vous vous doutez que ça va prendre des cyberinfrastructures, parce qu'un vol de drone, là, on parle de multispectral, donc 5 bandes. On travaille avec de l'hyperspectral maintenant. Donc, chaque vol a quand même, finalement, ça devient aussi gros que la génomique, donc on parle de terabytes de données. Je me rends compte aussi qu'on va avoir un meilleur suivi des dispositifs à faire et il va falloir en établir des nouveaux pour les générations futures parce j'espère qu'il y aura d'autres améliorateurs. Peut-être que ça sera une façon plus, je dirais, humble de le faire avec des plus petits dispositifs, mais il faut continuer, il faut pousser pour le faire.
Et comme vous le voyez, ben ça prend du personnel hautement qualifié. Comme Petra Dodorico, c'est une forestière qui a un background en physiologie puis en télédétection. Elle a fait son doctorat en télédétection. Donc, c'est des gens qui sont vraiment hybrides et qui nous permettent de communiquer avec d'autres domaines. Parce que je pense que c'est vraiment la génétique va ajouter une couche d'information et c'est la télédétection qui va prendre la place. Je ne vous parlerai pas de l'exposome parce que là, je commence à manquer de temps. Je voulais vous parler de... Ça, c'est beau, là, tout ce qu'on a fait avec la génomique, mais c'est pour des essences commerciales. Pour les autres espèces, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut développer d'autres approches. Et j'ai des collègues, entre autres Isabelle Aubin et Samuel Royer-Tardy, qui travaillent à développer justement à mieux décrire les espèces et les types de couverts forestiers en termes de capacité d'adaptation. On a vu que la Dendro pouvait fournir des données sur la sensibilité des espèces. Bien, eux travaillent davantage avec les traits fonctionnels. En fait, ce qu'on recherche, c'est à reproduire, pas d'avoir nécessairement... En fait, ils veulent avoir ou déterminer quelle pourrait être la vulnérabilité d'une espèce, mais pas seulement à l'échelle de l'espèce, à l'échelle de la forêt. Donc, je travaille de plus en plus avec des gens comme Isabelle, parce qu'elle a une vision très différente à la porte, je dirais, une vision très collaborative de la recherche. Donc, on s'est joint à elle justement pour mieux comprendre la capacité d'adaptation de certaines essences forestières. La capacité dépend de la variation génétique, mais aussi de la plasticité. Donc, ça m'amène à parler de ce qu'on a fait avec Julie Godbout, qui est maintenant au ministère Forêt, Faune et Parcs. En fait, on a étudié le peuplier deltoïde, qui n'est pas une essence importante au niveau économique, mais au niveau écologique, c'est une espèce, je dirais, qui a une grande importance parce que c'est une espèce d'habitat riparien. Et on a trouvé, finalement, on a décrit un peu comment les populations étaient organisées. Ça nous amène aussi à regarder peut-être les cohortes, parce que chaque espèce forestière vient avec son cortège, avec son microbiome. Et dans ce cas-ci, on parle d'un septoria, d'une maladie qui cause seulement de la tache foliaire sur le peuplier deltoïde, mais puis que peut causer des chancres sur d'autres espèces de peupliers. Donc, les deux, le peuplier risque aussi de remonter avec ces individus moins désirables. Et ce qui est la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le peuplier deltoïde, en fait, n'aura pas besoin nécessairement de migration assistée. Les choses se font naturellement avec le courant des rivières, sauf peut-être pour ce qui est de l'Ouest, mais dans ce cas-là, c'est vraiment parce qu'il y a une lutte pour l'eau. Les humains vont chercher l'eau et le peuplier deltoïde a de la misère à se régénérer, donc il faudrait s'assurer par peut-être un meilleur aménagement d'avoir un minimum d'individus dans les populations. J'ai visité ces populations, puis il y a vraiment un déclin des populations de peuplier deltoïde. Il y a aussi des projets pour aller regarder la plasticité. On a le peuplier Faux-Trans. Vous allez avoir la chance peut-être d'en discuter avec Rose, justement, qui est ici au Marchand. Le peuplier Faux-Trans a une aire de distribution qui part du Québec, du Canada jusqu'au Mexique. Et on sait que dans des milieux plus secs, elle se reproduit davantage de façon clonale. Puis il y a aussi des variations en termes d'haploïdie. Donc, des choses intéressantes. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui se fait en génomique, je vous invite à consulter le prochain numéro spécial qui devrait paraître au début de l'année prochaine sur la génomique des essences, je dirais, non modèles de forestières. Et l'enjeu, puis je pense que cette semaine, on en a parlé beaucoup, entre autres de la fameuse politique de la PEC. En fait, ça m'amène à vous parler des enjeux politiques. Si on veut faire une meilleure intégration de sciences politiques, et c'est là, je dirais, mon prochain combat, c'est de travailler en fait, pour avoir des données ou des politiques basées sur des faits, des résultats scientifiques, il faut vraiment avoir des résultats davantage ouverts, mais aussi, il faut avoir des analystes politiques formés. Et ça a été démontré en santé publique que lorsqu'on a des gens qui ont un background scientifique, qui connaissent le milieu, ça amène des meilleurs, je dirais, un meilleur succès. Les gens se trompent moins, comme ce qui est arrivé. Je pense qu'il y a des gens qui ont pris des décisions puis qui connaissent pas du tout la réalité. Et je vous invite, il y a des postes il y a des concours à chaque année. Et je vous invite, si ça vous intéresse, de postuler parce que je pense qu'on doit occuper cet espace-là si on veut
que les choses changent et qu'on ait de plus en plus qu'on utilise la science. L'autre enjeu, en fait, en foresterie, la forêt a un côté sacré. On a vraiment des enjeux d'acceptabilité sociale. Et je pense entre autres à la migration assistée qui, dès qu'on sort une espèce de son aire de distribution normale, les gens pensent que c'est une intervention de l'homme. Donc, la popularité ou le support diminue énormément. C'est quelque chose que j'ai vu. J'ai travaillé sur les plantations de peupliers à composantes exotiques et je pense qu'il y a des choses à creuser de ce côté-là. Et ça m'amène à conclure. En fait, je travaille de plus en plus avec des gens des GES. Donc, je pense que les GES, ça devrait être tout ce qui est les aspects de sociologie, d'économique. Et si ça vous intéresse aussi, moi, c'est avec le temps que ça c'est devenu comme un intérêt. Ça peut être ma participation, donc peut-être à changer, aider à changer les choses. Mais ça ne s'applique pas seulement à la génomique, ça s'applique à la science en général. Donc, je vous amène, en tout cas, il y a des articles super intéressants sur le sujet. Et je pense qu'il faut aller vers la conciliation, même entre chercheurs. Je trouve que des fois, j'entends des commentaires. Je pense que tout le monde a sa place. On doit écouter, s'ouvrir aux autres pour développer peut-être des approches différentes. Parce que j'ai l'impression parfois qu'on réinvente toujours la roue. Donc, c'est ici que je m'arrête et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Fantastique. Donc, période de questions. Vous attendrez avant de vous amener le micro parce que vous êtes enregistré et tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous. Question. Tout le monde est gêné. J'ai trouvé ça intéressant ce que tu as dit à la fin quand tu parles du GELS puis de participer avec les gens qui ont d'autres formations. Puis j'aimerais ça que tu nous prennes un petit peu de temps pour nous en parler un petit peu plus. Qu'est-ce que ça apporte? En fait, ça nous amène, comme moi, j'ai travaillé avec des écologistes, je suis forestière. En fait, ils amènent une perspective différente, des lunettes différentes. J'ai travaillé aussi avec les utilisateurs, donc on voit davantage, dans le cas, je pense que je vais penser au cas des peupliers. Bon, les peupliers à composantes exotiques sont très impopulaires parce qu'ils ont une composante exotique. On a essayé de comprendre, pourtant, c'est super productif. Ça pourrait être une des solutions, justement, pour fournir du bois. Ça peut être une solution aussi en termes de phytorémédiation. Les gens sont contre. Puis, en travaillant avec Solange, je me suis rendu compte pourquoi les gens étaient contre un peu les exotiques. C'est que les exotiques, on nous dit, quand il y a des insectes ou des maladies exotiques, d'appeler l'Agence canadienne d'inspection des aliments, puis que c'est pas bon. C'est dangereux. Donc, il y a vraiment c'est ce qui est ancré dans notre inconscient, c'est qu'un exotique, c'est risqué d'utiliser des exotiques. Et de travailler avec Solange, j'arrive à mieux comprendre comment les gens perçoivent les choses. Donc, on peut les amener différemment quand on les présente, puis on peut mieux comprendre leurs préoccupations. Dans le cas des plantations, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un système, dans le fond, quasiment de traçabilité. On peut suivre les arbres, puis on va voir leur impact finalement sur la forêt naturelle. Et je me suis rendu compte qu'avec les exotiques, en fait, il y a eu beaucoup de peupliers exotiques de plantés dans l'Ouest. C'est les premiers immigrants qui arrivaient d'Europe de l'Est, qui sont arrivés avec leurs petites boutures, qui ont finalement dans des conditions assez difficiles. Puis la seule façon de faire de l'agriculture, c'était d'avoir des haies brise-vent. Donc, les peupliers russes, comme on les appelait, ont été à la base du programme de haies brise-vent il y a une centaine d'années. Ils ont parti de la culture. Ils n'ont pas envahi, on a fait des études, ils n'ont pas envahi l'espace. Donc, ils ont quand même eu une utilité. Je ne dis pas que c'est ce que je recommande de faire, mais ils ont quand même un rôle à jouer au niveau écologique. Puis je pense que la conciliation, c'est de réconcilier aussi les usages, puis il faut accepter de partager les différents usages entre différentes communautés. Parce que si on a seulement des positions polarisées, on n'arrivera à rien. Donc, il faut négocier. C'est un peu ce que la sagesse de Solange, de Nancy et en parlant avec Véronique, c'est des gens qui ont plus cette approche-là de parler avec les gens, en fait, entre autres, les communautés forestières dans notre cas.
Oui. Ah, oui. Merci pour ta présentation. Tu as mentionné au départ que tu avais évolué dans un domaine dominé par les hommes. Oui. Mais j'ai vu beaucoup de photos de femmes dans ta présentation. Oui. Est-ce que les choses changent ou tu as tendance à travailler plus avec les femmes, même si elles sont moins présentes? En fait, j'ai mis les femmes, dans beaucoup de cas, dans les choses de génétique, les femmes sont plutôt au niveau du laboratoire puis de la culture in vitro. Je me rends compte avec le temps qu'il y a eu, dans le fond, des biais inconscients. On valorise beaucoup le travail d'analyse, alors que le travail, je dirais, de tous les jours, puis le travail qui est super important, qui est crucial, finalement, on n'aurait pas d'application si ce travail-là n'avait pas été fait. Donc, j'ai fait attention de mettre les photos des femmes. Du côté des gels, il y a davantage de femmes. Je dirais qu'en génomique forestière, ça reste quand même assez masculin encore. Le portrait est en train de changer. Mais je travaille encore avec En fait, on est exposé à toutes sortes de choses, là, mais c'est ce qui m'a façonné aussi. Et je pense, en tout cas, faut apprendre à vivre avec. C'était une réalité. Je vois, il y a beaucoup d'étudiantes graduées, mais de notre façon de faire la science, il y a le biais de genre, mais il y a aussi on a vraiment un esprit colonialiste. Dans mes projets sur le bois illégal, je me rends compte à quel point on a une vision colonialiste de la recherche, notre façon de faire. Et je trouve qu'on devrait davantage explorer comment ça se fait, comment c'est vu par d'autres communautés. Et peut-être que les rôles qu'on attribue, ne serait-ce que dans une équipe de recherche, oui, les analyses, c'est important, mais il y a d'autres types de choses qui peuvent être valorisées. Ça fait que j'essaie de... J'en ai parlé avec mes collègues, puis effectivement, ils se rendent compte que souvent, le travail de tous les jours, là, pour moi, c'est le travail le plus important. Il doit être bien fait. Ce sont des gens super engagés, mais on ne les reconnaît pas toujours bien. Donc, moi, je trouve qu'on devrait davantage reconnaître ce travail-là. Mais c'est pour ça que j'ai mis que c'est un travail collaboratif. Merci beaucoup, Nathalie. Juste une question que je me posais en regardant ta présentation, puis toute la haute technologie qui avance rapidement dans ces projets-là. Comment c'est perçu par l'industrie forestière, par exemple, pâte et papier ou matériaux de construction? Comment est-ce qu'ils réalisent les changements qui s'en viennent, probablement au niveau climatique, parce qu'ils sont tous en difficulté financière, mais au niveau du développement technologique que vous faites, est-ce qu'il y a un lien qui existe avec l'industrie forestière? Comment ça se passe, en fait? Il y a un lien, mais en fait, de par la façon dont les terres sont sur terrain public. Hein. Des terres publiques, c'est comme avoir une piscine avec un party avec du monde, des adultes. Tout le monde pense que les enfants sont surveillés par quelqu'un. Puis finalement, il y a un enfant qui se noie. La forêt publique, c'est un peu ça. Ça appartient à tout le monde et à personne. Donc, les compagnies, elles, savent pas où elles vont aller récolter dans quelques années. Donc, elles suivent plus ou moins les progrès. La seule expérience que j'ai eue, je dirais, davantage positive, c'est vraiment avec la compagnie Domtar, la compagnie Norampac qui travaille sur les peupliers. Eux plantent des peupliers sur terre privée. Ils m'envoient des cartes de Noël à chaque année. Donc, puis s'intéressent aux recherches. Je me demande où j'en suis rendue, tout ça. J'ai jamais eu de téléphone mais je peux pas dire que les gens sont pas détachés mais ils sont beaucoup moins impliqués que si les terrains leur appartenaient. C'est un peu, c'est là que la forêt, en fonction en Alberta, l'industrie est très intéressée par l'amélioration génétique parce que c'est eux qui la font. Ici, au Québec, notre choix, ça a été que c'est la province, c'est le ministère qui s'en occupe. Il y a la compagnie Irving qui est très intéressée, mais qui est aussi propriétaire de ces terrains. Donc, des perspectives différentes. Non, un gros merci encore. Je vous l'avais dit, avec Nathalie, what you see is what you get. Tu nous as passé des très, très bons messages. Merci encore beaucoup. Je vous remercie.